plaisir que nous sommes dans PIB sur Financial Afrique TV. Bienvenue à toutes et à tous. Nous parlons aujourd'hui du coronavirus et de la restructuration de la dette africaine. Pourquoi et comment? Alors, l'Afrique demande une annulation de sa dette. D'abord, de quelle dette s'agit-il? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Mohamed Hamidouche, CEO Inter-Africa Capital Group et ancien représentant régional du groupe de la Banque africaine de développement au Sénégal. Bonjour, monsieur Hamidouche. Bonjour. Vous nous recevez depuis le Maroc et nous sommes très ravis de vous avoir dans cette antenne. Je vous remercie infiniment pour l'opportunité que vous m'offrez pour échanger avec vous sur des questions d'actualité qui concernent l'humanité d'abord dans sa globalité et notre cher continent, l'Afrique. Merci. Et nous sommes également en compagnie de Rudy Kashbi, qui nous reçoit depuis Paris, journaliste et cofondateur de la Nouvelle Afrique. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Et pour finir, nous sommes également avec Adabawad, le directeur de publication du journal Financial Afrique. Bonjour, chers amis. Bonjour tout le monde. Alors, le décor est planté. L'Afrique demande une annulation de sa dette. Alors, de quelle dette s'agit-il d'abord? Nous allons commencer avec M. Hamidouche. Écoutez, aujourd'hui, si on évoque la question de l'annulation de la dette, c'est parce que nous, Africains, on fait face à une crise qui est multidimensionnelle. C'est une crise humaine d'abord, parce que nous faisons face à, comme le reste du monde, à un virus qui tue, il faut le dire, qui tue l'homme et la femme à travers le monde. Et notre continent n'est pas à l'abri. Il faut signaler que par le passé, les non-africains pointaient l'Afrique du doigt en disant qu'elle est le foyer des crises sanitaires. On a eu le cas du sida il y a une vingtaine d'années, on a eu récemment le cas de l'Ebola, etc. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'Afrique qui est le foyer du coronavirus. L'Afrique est victime du coronavirus qui a été importé de l'Europe principalement et de la Chine. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on a injecté en Afrique un virus pour déranger la vie quotidienne des citoyens africains. Aujourd'hui, nous parlons de l'annulation de la dette, mais est-ce qu'on a fait une évaluation de l'impact de cette crise qui est en cours? Elle n'est pas finie encore. On est au début. Donc, le pic de cette crise, un peu partout, n'est-ce pas, n'est pas encore atteint. D'où les mesures draconiennes recommandées par les différents gouvernements pour que la population soit confinée. Mais confiner une population dont la majorité vit avec moins d'$1 par jour, c'est de les pousser à faire du carême en continu, sans ressources. Donc la vulnérabilité des populations pauvres dans tous les États du continent africain et ailleurs constitue une grande préoccupation. Donc face à cette menace, les États se mobilisent premièrement pour trouver les masques afin de protéger la vie des gens, pour trouver les vaccins et les médicaments pour sauver l'homme et la femme en Afrique. Aujourd'hui, il y a un accord universel pour qu'on sauve l'humanité au détriment de la machine économique. Donc, c'est un changement de paradigme auquel nous avons assisté. La globalisation et le libéralisme a poussé tous les États à adopter des politiques économiques et macroéconomiques pour développer le secteur privé, la production, l'enrichissement. Quelle est la valeur de l'argent aujourd'hui? Quelle est la valeur des richesses et des comptes garnis des uns et des autres? Ça n'a véritablement aucune valeur. C'est la vie des citoyens et des citoyennes qui compte aujourd'hui. Donc, on a vu des appels ici et là
D'abord, rendons hommage au secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, qui, le premier, a tiré la sonnette d'alarme en attirant l'attention des leaders du G20 pour que la communauté internationale se mobilise en octroyant une aide spéciale estimée par lui à 3 000 milliards de dollars. Une autre agence spécialisée des Nations Unies, pour ne pas la citer, il s'agit de la CNUSED, a parlé de 2 500 milliards de dollars. Le président de la Commission de l'Union africaine parle, lui, d'un plan de 1 000 milliards. Et on voit à droite, à gauche, des chiffres qui sont annoncés. Mais d'où viennent ces chiffres-là? Est-ce qu'on a évalué véritablement l'impact et les besoins des uns et des autres? Je pense que cet exercice n'a pas eu lieu encore. Donc, à qui vous allez vous adresser pour demander l'annulation de la dette? Et là, ça nous ramène à la question de la définition de cette dette. La dette, elle est multiforme. Il y a la dette publique, contractée par les États, d'abord au niveau domestique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une dette intérieure. Il y a aussi une dette qui est contractée au niveau extérieur, soit au niveau des États, soit au niveau des organismes internationaux, soit au niveau des banques commerciales et autres. Donc ça, il faut d'abord procéder à cette évaluation. Et si on veut annuler la dette, prenons le cas de ce qui se passe chez nous au Maroc, par exemple, récemment, la dette intérieure des entreprises et des individus, grâce à une initiative royale qui a mis en place une cellule de veille pour voir l'impact donc de cette crise sur l'économie, on n'a pas attendu le FMI ou la Banque mondiale ou quiconque pour nous aider. Il y a d'abord un élan de solidarité nationale. On a demandé aux sociétés de leasing, aux banques, aux organismes de crédit de surseoir au prélèvement automatique sur les comptes des entreprises ou des individus pendant 3 mois renouvelables pour une autre période de 3 mois, c'est-à-dire pendant 6 mois. Il n'y aura pas de paiement des échéances. Ces échéances vont être rééchelonnées. Il n'y aura pas de pénalité, de retard à payer parce que l'économie s'est arrêtée. Avec quoi vous allez payer si vous n'êtes pas en mesure de sortir et d'aller travailler? On vous impose un confinement absolu, donc la machine économique s'est arrêtée. Donc déjà au niveau intérieur, il faut que nos États africains commencent à prendre des mesures pareilles. Et je me réjouis d'entendre à travers ou de lire à travers les médias internationaux et africains que de telles mesures sont en train d'être adoptées ici et là. Je salue aussi certains organismes régionaux comme la Banque africaine de développement qui a lancé un emprunt obligataire à hauteur de 3 milliards de dollars. Elle a annoncé hier un nouveau programme de 10 milliards de dollars encore pour aider le continent africain. Mais qu'est-ce que ces montants représentent par rapport à 1,2 milliard d'Africains et d'Africaines? C'est vraiment des gouttes d'eau dans l'océan. Donc ça, c'est un problème important. Déjà, il y a eu une réunion à Dakar il n'y a pas longtemps entre des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et la directrice générale donc du FMI avec le patron de l'OCDE sur cette question de la dette et de sa restructuration, etc. Déjà, aller à nouveau vers le marché international pour emprunter, il faut voir à quelles conditions vous allez le faire. On trouve anormal qu'en Europe, par exemple dans la zone franc, les taux d'intérêt sont faibles, égal à 0 ou négatif, alors que chez nous, en Afrique, ces taux dépassent les 6, les 8%. Il y a quelque chose que l'Africain lambda ne comprend pas. Est-ce qu'il faut aller vers le marché pour emprunter à nouveau? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt restructurer le portefeuille des emprunts déjà contractés par le passé et qui sont gelés parce qu'il n'y a pas de décaissement, parce qu'il n'y a pas d'exécution de ces projets pour faire face aux urgences? Quelles sont les urgences aujourd'hui? Il faut amener les médicaments, trouver les masques, trouver le matériel qu'il faut pour aider le personnel de santé à qui il faut rendre un hommage très fort parce qu'ils mettent en risque leur vie. Plusieurs médecins, plusieurs personnes qui travaillent dans les structures hospitalières ont perdu leur vie, comme cela se passe ailleurs, etc. Avant de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, annuler la dette, quel est le mécanisme d'annulation de cette dette? Les mécanismes traditionnels sont connus. Il y a le Club de Paris,
n'est-ce pas, qui est habilité à traiter de la question du rééchelonnement de la dette publique, moyennant un engagement des États bénéficiaires à adopter des mesures de réforme, parce que par le passé, on a souvent reproché soit un laxisme dans la gestion financière par les États, etc. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de laxisme, il s'agit de faire face à une crise planétaire imposée par un virus qui détruit tout sur sa route. Donc le problème se pose à ce niveau-là, à mon avis. Alors demander de l'aide extérieure, d'accord, mais il faut d'abord mobiliser les ressources domestiques. L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est riche et les étrangers viennent s'enrichir ici en Afrique. Si on n'avait pas des opportunités où les gens peuvent gagner de l'argent, n'est-ce pas, ces gens-là ne viendraient pas. Ils ne viennent pas pour les beaux yeux des Africains, ils viennent parce qu'il y a des intérêts. Et quand je vois ces multinationales aujourd'hui qui continuent à faire de l'évasion fiscale estimée à plus de 1750 milliards de dollars par an, si nos États avaient suffisamment d'outils pour contrôler ce qui se passe au niveau de ces organisations, on pourrait déjà capter sous forme d'impôts une partie de ces ressources qui fuient notre continent au lieu d'aller demander l'annulation de la dette ou au lieu d'aller demander, n'est-ce pas, de nouveaux crédits, n'est-ce pas, qui ne vont qu'aggraver la situation financière de nos États. Alors, Monsieur Hamidouche, est-ce que la demande de l'annulation de la dette n'est pas une manière pour le continent d'anticiper à l'heure où l'économie africaine est asphyxiée par la pandémie du Covid-19? Oui, moi je ne suis pas contre une demande d'annulation de la dette, mais de quelle dette il s'agit d'abord? Il faut la définir. Vous avez le principal et vous avez les taux d'intérêt et les marges, etc., n'est-ce pas? Donc il faut voir aussi comment sont classées les économies africaines. Nous avons plusieurs catégories. Nous avons les pays à revenus intermédiaires, nous avons les pays qu'on considère toujours comme moins avancés, nous avons les pays insulaires. Donc la situation, on ne peut pas parler de l'Afrique de façon générale sans regarder les spécificités de chaque région, de chaque pays. D'où un appel aux présidents des commissions économiques régionales pour qu'ils s'activent davantage sur le terrain afin de travailler ensemble, région par région, pour qu'on sache. Tout à l'heure, on évoquait la question de l'évaluation par Standard & Poor's de la dette souveraine du Congo qui a été, n'est-ce pas, affectée négativement parce qu'il y a la baisse du prix du pétrole. Certes, il y a la baisse du prix du pétrole, mais hier, on a appris qu'il y a eu un accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite pour réduire de 2 millions de barils par jour la production, ce qui va impliquer une augmentation du prix du pétrole sur le marché. Mais il faut voir aussi la flambée des prix d'autres matières que produit l'Afrique, notamment l'or. Il y a plusieurs pays qui produisent de l'or. Donc, certains vont perdre un peu, d'autres vont gagner. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on consolide la situation financière globale du continent africain pour que le jour où on va s'asseoir autour d'une table de négociation avec les partenaires de développement et techniques et financiers, pour que on ne parle pas dans l'air. Il faut que nous ayons des éléments précis et ensemble, on va trouver une solution. L'Union européenne a annoncé... Nous y reviendrons certainement sur les mesures pour... 15 milliards. Oui, pardon? Je disais tantôt que nous y reviendrons certainement dans notre prochaine émission sur les mesures pour consolider l'économie africaine. Mais nous allons faire le tour de la table concernant le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le coronavirus, la restructuration des dettes africaines. Pourquoi et comment? Monsieur Wade, alors, est-ce une mesure recevable à l'heure actuelle où l'économie mondiale est en plein chamboulement à cause du Covid-19? Alors, M. Hamidouche l'a dit tantôt, quand on parle de l'annulation de la dette africaine, il faut bien savoir de quelle dette il s'agit. Parce qu'il y a la dette multilatérale, la dette concessionnelle, donc la dette publique concessionnelle qui a été accordée à des taux d'intérêt souvent très bas. Et puis, il y a la dette privée. Par exemple, il y a quelques années, tous les pays africains se sont livrés une course aux eurobonds. Donc, tout le monde a émis sur le marché international des titres de dette.
Donc, ce sont, je pense, ces titres de dette qui vont beaucoup peser sur la balance parce que c'est des dettes accordées aux conditions du marché, c'est-à-dire à des taux d'intérêt relativement élevés, entre 5 et 11%. On se rappelle que le Ghana avait battu le record même avec un taux, avec un eurobond acquis à des taux de 9%. Donc là, il y a un vrai problème, c'est est-ce que quand on parle d'annulation, on s'adresse au Club de Paris, c'est-à-dire aux créanciers publics. Donc là, c'est facile de négocier puisqu'il y a des dettes qui peuvent être négociées, revues et repoussées par la voie diplomatique. Et puis, il y a des dettes qui sont très difficiles à négocier. C'est le Club de Londres, ce sont les dettes privées. Et je pense, et je parle sous le contrôle de Hamidouche, mais aussi de Rudy, je pense que ces dettes-là sont très, très difficiles à négocier. N'est-ce pas, Rudy? Oui, c'est évident que ça n'est pas simple. Je rebondis sur le propos de M. Hamidouche et sur le propos de vous, Adama. Faut-il annuler, pas annuler, à quel taux on emprunte dans les marchés, etc. J'ai un esprit très cartésien. D'abord, on va s'occuper de sauver des vies. Si vous voulez bien, on va essayer de produire à petite échelle une petite industrie qui va permettre de faire des masques. On voit beaucoup de macro, de banques, de finances, de dettes, etc. Mais je pense qu'il y a l'économie du réel, l'économie de la vie. D'ailleurs, Macky Sall, dans sa tribune, le président sénégalais, l'évoque très bien. Donc je pense qu'on va inverser l'épaule. Avant, on dit, on a tous marché sur la tête, hein. C'est investissement puis production. Et ben, on va commencer par l'autre sens. On va commencer par produire ce qu'on fait, ce qu'on transforme localement, vendre auprès des populations ce que l'on peut exactement transformer et produire. Puis par la suite, on va commencer à penser à la monétisation à grande échelle. Le problème est que dans tout le monde entier et dans les pays africains, on avait d'abord la grande macro, les finances avec plusieurs mille milliards qui ne parlent à personne, et on a oublié en fait de s'intéresser à l'économie locale de la vie de tous les jours. Il a fallu quand même que le président Talon au Bénin plante le débat en disant oui, alors c'est bien les 1000 milliards, mais d'abord les gars, comment ils vont faire pour manger demain matin? Et je pense que on va prendre le problème dans le sens inverse. Quand Macky Sall dit oui, faut mettre plus d'humains dans les sociétés, bah, on va commencer par faire par ça. C'est-à-dire que bah ok, on a 1000 milliards de dettes, c'est très bien, mais demain matin, comment on va faire en sorte pour que chacun mange? Alors, oublions les Standard & Poor's, oublions les Moody's, oublions tous ces gens-là qui sont eux-mêmes confinés au même titre que nous. Voyez? Donc, on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe chez le voisin et de faire en sorte comment on peut faire en sorte que le voisin ait de l'activité et que ce surplus d'activité, on puisse éventuellement faire une monétisation et faire en sorte que tout un quartier puisse travailler, produire pour les autres. On va redémarrer par ça. Il ne faut pas moins d'État, il ne faut pas plus d'État, il faut mieux d'État. C'est-à-dire qu'il faut que tous les services des États soient efficients. Et ce qui va permettre aussi aux initiatives de la société civile de prendre le pas. Depuis le début de cette crise, les politiques sont débordées. S'il y a un minimum de solidarité mise en place, c'est parce que c'est la société civile qui est en train de s'activer. Les soignants, les start-upers qui soudainement arrêtent de gagner de l'argent pour pouvoir produire, pour créer des plateformes de mise en relation dans le cadre du Covid-19, les chefs d'entreprise qui recyclent leur production, les restaurants fermés qui finalement livrent des plats. Voilà, on va se focaliser sur eux. On va arrêter de voir des banques. Le roi du Maroc a pris une très bonne décision sur le fait qu'il fallait geler les prélèvements. C'était très bien. Maintenant, on va revenir au réel, en fait. C'est-à-dire que là, on va produire des masques, on va aider nos jeunes à le faire, nos femmes et hommes à le faire, puis après, on va garder 2 masques pour soi, et le 3e, on ira le vendre. Vous savez, il y a un très bon livre, et là, on peut parler aussi d'éducation financière, de Ricardo Kanyama, qui avait démarré un business avec $15. Il n'y a pas plus vrai que ça. C'est-à-dire que vous démarrez avec ce que vous avez. Vous produisez pour vous, et le surplus, vous le vendez. Vous faites travailler dans ça. Pour revenir à ça, impérativement, avant de voir les grandes macros et les grandes micros et de la grande dette. Une dette, ça parle à qui? Vous avez 1000 milliards sur la tête, ça parle à qui? À pas à grand monde. Par contre, l'économie de la vie de tous les jours, c'est vous que ça vous concerne. Juste pour abonder dans le même sens, je rappelle que les 54 ministres africains des Finances qui se sont réunis récemment par visioconférence ont dit que les intérêts de la dette africaine s'élèvent à 44 milliards de dollars en 2020. Donc, ces États voudraient
qu'on repousse ces échéances. Et le problème, vous le savez mieux que moi, c'est que quand l'échéance de la dette arrive et qu'on ne paye pas, on est déclaré défaut. Et si on est déclaré défaut, c'est une information qui va faire le tour de la planète et on ne peut plus contracter de nouveaux crédits qu'à des conditions encore plus draconiennes. Donc, vous voyez bien, l'équation, elle est difficile pour nos États. On a tous lu cette tribune qui est parue dans le Monde de ce vendredi 10 avril. Donc, c'est une tribune qui est signée par le président du Sénégal, Macky Sall, qui appelle à l'annulation de la dette. Mais est-ce qu'on peut déjà annuler cette dette? Monsieur Hamidou, est-ce qu'on peut annuler la dette publique africaine ou bien on ne peut que la rééchelonner? Bon, disons que demander l'annulation de la dette, c'est bien. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que les créanciers vont accepter? Comme j'ai dit, il faut dire de quoi parle-t-on? De quelle dette? Si vous parlez de la dette publique, vous pouvez engager des négociations au niveau bilatéral pour obtenir soit une annulation, soit une réduction, soit un rééchelonnement. Vous pouvez le faire aussi avec l'ensemble de vos créanciers publics externes dans le cadre des clubs de Paris, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas? Ceci est faisable. Mais aujourd'hui, personne ne voyage. Tout le monde est concentré sur ses propres problèmes. Personne ne pense à l'Afrique. Les gens pensent à eux-mêmes d'abord. C'est une question de survie. Mais une fois que la crise serait passée, oui, on va s'asseoir, on va discuter et on va certainement trouver une solution. Alors, les 44 milliards de dollars au titre simplement du service des intérêts qui sont exigibles cette année, oui, on peut demander un rééchelonnement. Ceci va se faire parce qu'il y a le bon sens. Demander son annulation, c'est du cas par cas, de gré à gré, etc. Regardez même au niveau de l'Union européenne. Il y a quelques jours, les ministres des Finances des 27 n'ont pas pu s'entendre sur la proposition par la France et l'Italie et l'Espagne de consolider leur dette extérieure et lancer un emprunt obligataire commun. Les pays voilà, l'Eurobond, absolument. Il disait que les gens du sud de l'Europe sont de mauvais gestionnaires de leur dette, etc. On ne peut pas assumer leur mauvaise gestion par le passé. Donc vous voyez qu'il y a des discussions. Ce n'est que ce matin qu'ils ont pu trouver un terrain d'entente minimum en laissant les questions qui fâchent pour plus tard, et ça va être débattu au niveau du prochain sommet des chefs d'État de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a eu un sommet des chefs d'État africains par visioconférence pour parler de ces questions-là? Les ministres des Finances l'ont fait. À mon avis, il faut préparer le prochain sommet de l'Union africaine sur ces questions-là. Il faut les saisir parce que c'est l'actualité, c'est l'urgence aujourd'hui. Donc, les banquiers, ils ne vont jamais perdre. S'ils rééchelonnent, ils vont encore juste donner une période de grâce supplémentaire. Mais cette dette ne sera pas annulée. C'est la question qui se pose aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit, si nous pouvons mobiliser les ressources domestiques en collectant les impôts, notamment ceux qui sont dus normalement par les entreprises multinationales qui travaillent dans les secteurs miniers, pétroliers, etc. en Afrique, ceci va alléger, n'est-ce pas, l'impact négatif sur nos économies, etc. Revenir à ce que Ridi a dit à juste titre, il faut penser à la vie quotidienne des populations, comment survivre. Vous avez parlé de produire, oui, mais il faut investir dans l'industrie. Pour investir, il faut emprunter. Et c'est ça le retard que nous avons enregistré au niveau de l'Afrique. Même l'Europe, avec le libéralisme et la globalisation, ils ont délocalisé leur production à l'étranger. Combien d'entreprises françaises ou anglaises se trouvent en Chine et qui produisent là-bas? Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation de blocage. Il y a un pont aérien quotidien pour ramener des masques et pour apporter autre chose de Chine. Mais l'avenir, à mon avis, on va procéder à un changement de paradigme. Aujourd'hui, on va davantage produire dans nos pays respectifs. Donc, ce sont des leçons à tirer le moment venu. Et il faut préparer un plan de relance, n'est-ce pas, économique, pour tenir compte de cette crise qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Alors, Rudi était en train de gesticuler quelque chose à ajouter par rapport à ce que vient de dire M. Hamidouche.
pour comprendre ce qui se passe à l'échelle des États, on va revenir aux humains. Très important. Si vous, demain, vous avez une créance à 900 €, 900 dirhams, vous dites à votre banquier, je n'ai pas les sous pour la régler. Qu'est-ce qu'on fait? On vous met en prison? Bah non, on est obligé de rééchelonner. On n'a pas le choix. Le plus important, c'est qu'ils retrouvent leur argent. Si le Sénégal ne peut pas payer, on va mettre le Sénégal en prison? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire de tout ça. On va devoir attendre que le Sénégal puisse payer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'on mette 16 millions de personnes en prison? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ils pourront rien faire. Tout ça, ce sont des mots. Ce qui est important, c'est de dire comment, sur chaque franc CFA de gagner, on va pouvoir faire en sorte de créer de l'économie participative. Vous savez ce qu'ils ont fait en Grèce, quand il n'y avait plus d'aide du FMI? Ils ont recouru au troc. Ils étaient plus loin encore. C'est passe-moi un masque, je te passe un fruit. Vous voyez, c'est encore plus extrême dans la démarche. Mais c'est quoi? L'argent, c'est une valeur monétaire, une valeur pour permettre de faire fonctionner une production. Bah, je suis désolé. Si à un moment donné, ces gens-là pensent qu'à leur milliard, mais ils vont devoir attendre longtemps. Hein. Parce que si on n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc voilà, je pense qu'il faut revenir aux choses basiques. Oui, d'accord, il y a 44 milliards d'intérêts, annuler les intérêts. Les pays africains sont quoi qu'il en position de force. S'ils disent non, il va se passer quoi? Il ne se passera rien. Bon, bah, on dira, bon, bah, ne leur prêtez pas. On mettra une notation. Mais celui qui voudra faire de l'argent, comme il avait l'habitude de faire avant le corona, pour prendre le pétrole, il continuera à faire aussi son évasion fiscale. Qui ça choque? Donc, de toutes les manières, tout ça, ce sont des faux débats. On le sait que de toutes les manières, ils vont devoir à un moment donné être patients parce qu'ils n'en auront pas le choix. Parce que tant que l'argent n'est pas dans le portefeuille, ils couriront toujours après. Hein, ça s'appelle une créance. Donc, de toutes les manières, un jour, nous paierons, c'est sûr, parce que ces gens-là ne perdent pas leur argent. Mais surtout, on fera en sorte que chacun puisse vivre décemment pendant cette période et recréer un minimum d'activité. Ça, c'est le plus important, parce qu'il va bien falloir trouver un moyen pour les payer, ces gens-là. Puisqu'il y a des gens qui font l'évasion fiscale. Ou alors, on dit aux grandes entreprises, bon, bah, on a été gentil avec vous, maintenant, vous payez vos impôts. On fait comme ce qu'a fait le gouvernement du Niger avec une grande entreprise de télécommunications française. On vous fait une saisie chez vous. On fait comme ce qu'a fait le président de l'Ouganda avec un grand groupe sud-africain. Il faut en arriver là pour que les gens payent, après on renvoie l'argent aux grands créanciers. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, il faut revenir au concret. Les 44 milliards, on verra plus tard. D'abord, on fait en sorte que chacun puisse développer un minimum d'activité et manger correctement pendant cette période. Les 44 milliards, on verra un peu plus tard. Monsieur Hamidouche, vous avez parlé tantôt des politiques, d'autres politiques de relance pour revenir à la rescousse de l'économie africaine. Avec votre expérience, pourriez-vous revenir un peu sur ces politiques-là? Écoutez, les solutions sont connues au niveau de nos États, au niveau des responsables économiques et financiers et tout ça. Aujourd'hui, la machine économique est arrêtée. Il n'y a plus de vol. Les avions ne vont nulle part. Les ports sont fermés. Les gens sont confinés chez eux. Donc, il y a une catastrophe qui est venue soudainement pour arrêter la machine. On espère que le déconfinement va intervenir dans les prochaines semaines. Hier déjà, certains pays européens ont annoncé le déconfinement dès la semaine prochaine. D'autres qui vont suivre les semaines qui vont suivre après. L'Italie va faire le déconfinement au mois de mai prochain. Ils ont annoncé la date du 24 mai. La France, on va voir le discours du président Macron lundi soir. Il va certainement annoncer aussi quelque chose à ce sujet-là. Mais au niveau du continent, personne ne nous parle du déconfinement. Quand est-ce qu'on va déconfiner la population? Ça va prendre combien de temps? Il faut voir le nombre de cas que nous avons enregistrés en Afrique. Ce n'est pas l'hécatombe chez nous. Dieu merci. Et donc, si je me réfère aux déclarations faites par le président Talon du Bénin, il a dit, mais nous, on n'a pas les moyens de supporter le confinement. Il est contre le confinement. Donc, vous voyez, nous avons des exemples ici et là, n'est-ce pas, qui ne sont pas tous les mêmes. Donc, il faut faire une analyse endogène, partir de votre situation personnelle. Et après, vous allez voir qu'est-ce qui se passe au niveau des régions. Aujourd'hui, toutes les frontières sont fermées. Il n'y a pas d'échange. Donc, attendons que
cette période de déconfinement démarre et la vie va redevenir normale, à mon avis. Regardez, lorsqu'il y a eu la crise d'Ebola en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone, tout le monde a mis en quarantaine, n'est-ce pas, ces trois pays. Les frontières, même entre le Sénégal et la Guinée, étaient fermées. Les avions n'allaient plus dans les aéroports de ces trois pays. Je m'excuse, je suis du Maroc, mais permettez-moi de signaler qu'il y avait une exception. Royal Air Maroc, pendant cette période-là, assurait les vols, n'est-ce pas? Les matchs de football de la Guinée, on les a délocalisés au Maroc parce que les sportifs ne pouvaient pas se rendre dans cette zone qui était impactée. Donc la solidarité entre les États africains doit, n'est-ce pas, voir le jour, il faut la renforcer. C'est pour ça que je dis, il faut revenir au basic, faisons une évaluation. Les commissions économiques régionales ont un rôle important à jouer à ce stade-là, aider les pays. Et après, on va consolider tous ces États et on va s'asseoir autour de la table. On ne peut pas parler comme ça dans l'air. Il faut que nous ayons des chiffres réels et voir un peu l'impact sur nos économies. Mais aujourd'hui, c'est le sauve qui peut. Chacun pense à soi d'abord. Mais à mon avis, la solidarité doit être exprimée. Je m'excuse, je n'ai pas lu dans la presse, n'est-ce pas, la solidarité entre les pays musulmans. Je n'ai pas entendu un seul État musulman qui a dit « je vais annoncer ceci ou cela en faveur de la communauté ou de la Oumma ». N'est-ce pas? Je n'ai pas entendu la Banque islamique de développement annoncer quoi que ce soit. La BOAD a annoncé 15 milliards de dollars pour chacun des États membres. C'est des gestes qui sont positifs parce qu'aujourd'hui, toute aide qui peut venir pour assurer la survie de nos populations et de remettre à flot nos économies, elles sont les bienvenues. Donc je pense que les choses évoluent chaque jour. Il ne faut pas tirer de conclusions à la hâte aujourd'hui. Et continuons à faire le monitoring, le suivi, l'évaluation de ces choses-là et espérons que cette crise va s'arrêter le plus vite possible. Aujourd'hui, je le répète encore, essayons de voir quelle est la situation sanitaire dans nos pays pour voir quand est-ce qu'on va sortir de ce confinement qui est imposé à tout le monde. Une fois que le déconfinement est mis en place, même de façon graduelle, la machine va reprendre. Et on aura perdu peut-être quelques pourcentages au niveau des taux de croissance. La France annonce déjà moins de 6%, n'est-ce pas, de déficit au niveau de ses agrégats, etc. Mais chez nous, peut-être que ça va être 10% ou 20%, peu importe le chiffre. Il faut sauver l'être humain. Il faut sauver nos frères et sœurs partout dans le monde. C'est ça qui est important aujourd'hui. Alors, Monsieur Wade, nous tournons de votre côté. Il ne faut pas tirer des conclusions à la hâte. Il faut d'abord sauver l'être humain. L'économie, concernant l'économie, il faut s'asseoir autour d'une table. Alors, quel est votre avis à ce sujet? Alors, mon avis, c'est d'abord, je trouve que l'humanité a été confrontée à un choix cornélien, la bourse ou la vie, la crise économique ou la crise sanitaire, la peste ou le choléra. Donc, c'est un choix difficile. J'ai vu des présidents du monde entier se déchirer sur ces deux questions. Par exemple, le président Donald Trump a dit qu'il ne faut pas tuer l'économie. Son homologue du Brésil, Bolsonaro, a dit exactement la même chose. Le président Macron a pris le choix inverse, confinement sévère pour éviter l'hécatombe. L'Italie aussi a fait ce même choix. Et pour revenir à l'Afrique, il y a eu des cas spécifiques. On était plus dans le semi-confinement que le confinement. Et les déclarations du président béninois sont pleines de sens, compte tenu des profils du tissu économique africain à 90% informel. Donc, il y a quand même des questions. Donc, on se pose plus de questions parce que nous sommes dans une situation inédite. Mais s'agissant de la dette, je parle avec le contrôle encore de nos deux intervenants à Paris et à Mohamedia, tout près de Casablanca. Donc, il y a à peu près 12 ans, en 2008, il y a eu la grande crise. Mais le contexte était différent, la grande crise financière. Déjà, l'Afrique était en plein dans les négociations PPTE qui ont annulé l'intégralité de la dette publique africaine sous réserve de certaines conditions, etc., sous réserve de l'éligibilité. Mais les pays les plus vulnérables ont quand même obtenu cette initiative PPTE. Et en même temps,
cette crise financière, elle est partie du marché, elle a concerné les marchés financiers et les banques. Alors, juste avant, en 2000, puisque la crise financière, le démarrage, donc, on peut dire que c'est en septembre ou en octobre 2008, le subprime, c'était en juillet 2007, ou 2007. Et puis, juste avant, il y a eu cette crise alimentaire qui a vu beaucoup de pays africains en rupture des stocks, notamment sur les céréales. Donc, toute ma préoccupation aujourd'hui, en plein confinement, en pleine rupture des échanges maritimes, aériens et autres, c'est de savoir est-ce que l'Afrique a les moyens de tenir par rapport à sa dépendance en céréales, notamment en riz, en blé, sa dépendance en sucre, sa dépendance en huile végétale ou animale. Donc, est-ce que l'Afrique qui importe 40 milliards de dollars par an sous forme de produits alimentaires peut encore tenir longtemps dans ce confinement? Donc, je pose la question à tous les deux et je pense, cher Dominique, que cela peut nous servir de très bonne porte de sortie pour cette émission. Donc, la question est posée à Ridi et à notre cher ami Hamidouche. Ok. Oui, elle a les moyens. À une condition, c'est très simple, produire localement. Je veux dire, le sol n'a pas d'argent, la terre agricole n'a pas d'argent. Planter un germe, faire pousser un manguier, bon, c'est le ressort de la terre. On peut cultiver et produire ce que nous consommons pour réduire les besoins extérieurs. On est en capacité de le faire. On a la terre la plus fertile du monde. Exemple, 60% des terres arables de ce monde sont en Afrique. Si les Africains décidaient de manger entre eux, le reste du monde creverait de faim. C'est clair? Donc, déjà, nous avons des produits, on va apprendre à consommer local. Ça, c'est un. Faire les courts-circuits. Vous allez dire, oui, mais comment on fait pour gagner de l'argent? On peut très bien, par exemple, imaginer, comme il y a eu dans d'autres pays, en Grèce, il n'y avait plus une liquidité, ou même au Rwanda, comme ça a été fait à la fin du génocide, il n'y avait plus un billet dans un distributeur. Ils ont créé d'autres valeurs de rechange que l'argent. Ils ont créé des services qui pouvaient rapidement faire vendre ailleurs en devises extérieures, puisqu'il n'y a plus d'argent. Comment le Zimbabwe fait pour avoir une croissance monétaire alors qu'il n'avait plus de devises? Ils ont dû faire un autre système. Vous savez, si vous rasez l'herbe chez vous, quelque chose repousse. Si on rase votre maison, quelque chose repousse. Il n'y a pas... La nature a horreur du vide. Donc vous ne vous inquiétez pas. L'humain est assez adapté pour que, si même on rase la maison, quelque chose repousse. La planète avec. Donc de toutes les manières, on a des valeurs de rechange qui ne sont pas l'argent. Nous avons de l'or, nous avons des sols très puissants où on peut nourrir en abondance beaucoup de populations en Afrique. Ça, on l'a. Si déjà on arrive à commercer déjà entre nous là-dessus, on va créer des systèmes d'autosuffisance, pas simplement alimentaire, mais aussi en termes de richesse, et y compris donc financière. Ne vous inquiétez pas, hein, les Chinois seront toujours là s'ils veulent mettre du yuan dans nos économies. Si vous voulez qu'il y ait du rouble ou même du rial saoudien. Dans la situation exceptionnelle que nous vivons en ce moment, toutes les frontières sont fermées, les transports maritimes, par exemple, sont gelés, et l'Afrique dépend, par exemple, du reste du monde, rien que pour les produits pétroliers, pour s'éclairer, pour faire fonctionner les machines, les usines. Donc l'Afrique a commencé par le Nigeria, 8e producteur de pétrole au monde. On importe pratiquement plus de 90% de nos besoins en produits pétroliers raffinés. Oui, donc, mais regardez, regardez Dangote. Il a investi dans la transformation pétrolière. Oui, mais l'usine de Dangote n'est pas encore terminée. On n'arrête pas de l'annoncer d'ailleurs. Il demande un crédit pour la finaliser. Donc, ce n'est pas sur elle que nous allons compter en ce moment. Parce que nous sommes à des jours, pas à des mois, en matière de réserve pétrolière, de réserve de gaz butane. Donc, est-ce que nous avons encore dans nos banques
parce que là, c'est les réserves, c'est tout de suite les réserves de change qui sont sollicitées. Est-ce que nous avons suffisamment de réserves pour déjà contracter de nouveaux achats? Est-ce que nous avons aujourd'hui des stocks de sécurité par rapport, par exemple, au riz, par rapport au sucre, par rapport aux produits pétroliers et par rapport à tout un nombre de produits, malheureusement, dont nous sommes dépendants? Je vais faire très simple. Je vous assure qu'il y a toujours quelque chose qui sera en circulation, c'est un billet. Je vous explique pourquoi. À partir du moment où l'économie est en contraction, le pouls du cœur bat faiblement. Il y a quand même des choses sur lesquelles, rassurez-vous, on va quand même faire en sorte que ça tourne un minimum. La planche à billets, ça, ils vont toujours s'arranger pour le faire, parce que de toutes les manières, si certains ne le font pas, d'autres le font à leur place. Donc, vous avez comment on voit les potentiels de ce continent? Alors, excuse-moi de jouer les Cassandres, la planche à billets va fonctionner à l'intérieur de nos marchés, certainement, on l'a déjà expérimenté. Mais elle va servir d'aucun secours pour des achats à l'international, malheureusement. Ce n'est pas un problème, mais regarde, c'est quoi le débat en Europe? Ces produisants européens ne vendons pas à l'extérieur. C'est le billet vert, c'est Dieu le dollar, qui est la monnaie des transactions, surtout pétrolières, et des transactions internationales. Donc là, on a un vrai problème, et je pense que si on continue dans cette situation, c'est une question qui va se poser à la plupart des économies africaines. On n'a pas assez de réserves et de stocks alimentaires et de produits pétroliers pour tenir ce confinement. Alors, pour finir cette émission, M. Hamidouche, nous allons poursuivre cette lancée. Est-ce que l'Afrique a les moyens pour survivre durant ce confinement et voir l'économie africaine sortir de cette situation causée par le Covid-19? À mon avis, il ne faut pas voir les choses comme une sorte d'apocalypse qui va tomber sur nos têtes, n'est-ce pas? Pour réagir par rapport au débat précédent sur les stocks des matières premières et tout, disons que dans nos pays, il n'y a pas de pénurie à l'heure actuelle. Des stocks ont été constitués, notamment dans la perspective du mois de Ramadan, qui va démarrer à la fin du mois d'avril. Donc, les marchés sont suffisamment approvisionnés. Ça, c'est la première information. Deuxième information, les ports ne sont pas fermés, Adama. Oui. Les marchandises circulent. Les aéroports sont fermés, certes, pour toi et pour moi, pour les passagers, mais les marchandises, lorsqu'on a besoin d'aller chercher des masques en Chine, les avions volent pour aller les chercher. Je vous invite à regarder la carte du ciel pour voir un peu la navigation aérienne. Quand on regarde le continent africain, il n'y a pratiquement pas de vol qui survole notre espace aérien. Par contre, en Europe, aux États-Unis et en Chine, on voit que leur ciel est rempli d'avions. Donc, il suffit que nos États, lorsqu'ils ont besoin d'aller chercher quoi que ce soit, si c'est urgent, de le faire par voie aérienne. Mais interrogez les directions des ports autonomes de Dakar ou ailleurs ou à Casablanca, vous allez voir que la marchandise circule. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le surcoût imposé par les sociétés de logistique. Les prix sont montés à hauteur de 26 ou 30%. Du moins, c'est ce que nous constatons ici au niveau du Maroc, n'est-ce pas, pour ce qui est du prix du transport, ce qui renchérit les produits. Donc ça, c'est ce que je voulais dire d'abord. Il n'y a pas de crise alimentaire, il n'y aura pas de famine dans nos pays, etc. D'autre part, rejoins ce que Rudy disait, nous avons des terres arables, nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons la main de consommation. Pourquoi nos frères et sœurs subsahariens continuent à dépendre du riz qu'on importe, n'est-ce pas, du sud-est asiatique, alors que nous avons développé une espèce de riz qui s'appelle le riz en Afrique, qui s'adapte à nos climats et qui est de très bonne qualité. Il faut consommer local. Donc pourquoi importer tout le temps des choses de l'extérieur? On est face à une crise. Si on n'a pas les devises qu'il faut, produisons, changeons notre mode de vie. À mon avis, c'est faisable. Mais c'est pour ça que je dis que cette crise, elle est salutaire. L'après-crise coronavirus ne sera pas la même chose qu'avant cette crise. Donc on est tous interpellés
à modifier notre mode de consommation, notre façon de vivre, notre façon d'agir, comptant d'abord sur nous-mêmes et sur la solidarité régionale. C'est très important. Je pense, moi, aux pays qui sont enclavés, il y en a 16 au niveau de l'Afrique. Si les ports sont fermés, comment ces gens-là vont vivre? Ils ne pourront ni exporter, ni importer. Donc, ils vont vivre comment? C'est pour ça que je dis, faisons attention, regardons un peu qu'est-ce qui se passe dans l'économie réelle. Donc, les échanges commerciaux se font sans restriction. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a un renchérissement, n'est-ce pas, des prix, et il va falloir payer un peu plus pendant cette période-là. Et encore une fois, je dis, cette crise n'est pas éternelle, elle va s'arrêter dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans une année au plus, selon ce que tous les experts médicaux nous disent, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Monsieur Hamidouche. Vous venez de dire qu'il n'y aura pas de crise alimentaire. Est-ce que, Monsieur Adamawad, vous partagez cet avis? Alors, déjà, je me rassure que M. Hamidouche nous dise que les ports ne sont pas fermés. Oui. Et que le fret, le business as usual, le fret continue d'être vibré. Donc, mais ma préoccupation, c'était par rapport justement aux possibilités, puisque comme tout est arrêté, certains pays africains, les mieux lotis, ont 4 mois d'importation, tout comme de réserve. D'autres ont quelques semaines. Il y a un rapport, excusez-moi encore de toujours souligner, un rapport d'une agence de notation qui parlait de 3 semaines pour la RDC, la République démocratique du Congo. Donc 3 semaines de réserve. Donc moi je me dis que dans un scénario pessimiste, si on reste comme ça jusqu'à la mi-mai ou à la fin mai, il y aura beaucoup de pays africains qui auront des difficultés à importer leurs matières et leurs produits de base. Si jusqu'au 31 mai, on est dans cette situation de confinement des pays, alors on aura beaucoup de problèmes et à la crise sanitaire, économique et financière s'ajoutera une crise sociale et voire même des révoltes sociales. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Nous allons nous tourner du côté de Rudy pour finir. Oui, bah, Adama a tout dit, hein, c'est surtout, c'est plus, comme il y en a qui disent au Bénin, si on ne meurt pas du coronavirus, on mourira d'autre chose, mourir de faim. Non, je pense qu'il ne faut pas tomber dans des projections alarmistes. Je prends ce qu'a dit M. Hamidouche, effectivement, il y a des vols qui circulent de fret, les ports ne sont pas fermés non plus, parce qu'il faut bien manger, hein, de toute façon, comment on fait pour approvisionner les magasins même dans le monde. Donc on fait quand même tourner à minima l'économie, on ne ferme pas tout. D'ailleurs, dans aucune allocution présidentielle, on a dit qu'on fermait tout. Les ports n'ont jamais été cités par aucun chef d'État de cette planète. Pour la simple bonne raison, c'est que les marchandises, faut les faire ramener. Et ni le fret aérien. D'ailleurs, ça c'est maintenu. Donc effectivement, il y a des enjeux. Effectivement, peut-être qu'il y a des pays enclavés aussi qu'il va falloir surveiller de près pour pas avoir une surinflation pour ces gens-là, en disant vous allez payer 40% de plus que le prix normal pour des salaires qui eux n'augmentent pas de 40%. Donc là, effectivement, il y a une solidarité qui doit jouer. Mais je suis, vous savez, je me dis, après la pluie, le beau temps, et on ne sait pas combien de temps dure la pluie, mais je sais qu'il y a un beau temps. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi, il y a une crise sociale derrière, il y a des gens qui vont avoir des dettes, qui vont les contracter, qui ne vont pas les rembourser. Mais je crois que celles et ceux qui se lèvent le matin en se disant qu'il y a une opportunité derrière cette crise, à saisir pendant la crise, à se réinventer, à se former, et quoi qu'il arrive, coûte que coûte, à tenir bon, parce que c'est plus de la psychologie qu'autre chose, alors je pense qu'on pourra surmonter cette crise. Après la pluie vient le beau temps. On ne sait pas quand est-ce que le beau temps arrivera. C'est sur ces mots que nous vous remercions. Je rappelle que vous êtes journaliste et cofondateur de la Nouvelle Afrique. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à M. Mohamed Hamidouche, CEO Inter-Africa Capital Group et ancien représentant résident régional du groupe de la Banque africaine de développement au Sénégal, qui nous recevait depuis le Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également à M. Adamawad, le directeur de publication du magazine Financial Afrique. Merci d'avoir été des nôtres. Vous l'avez également compris, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette antenne. Merci d'avoir été nombreux à l'écoute. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro et nous parlerons des chances que la ZLECA a de pouvoir
s'installer sur tout le continent africain à une période où l'économie du continent est asphyxiée par le Covid-19.